Oui, bonjour et bienvenue à ceux qui n'étaient pas là ce matin. Donc, quand nous avons réfléchi à cette journée avec les responsables et les conservateurs du musée d'Orsay, nous avons pensé qu'il fallait quand même vraiment dépasser l'exemple de la peinture. Et donc, nous avons un peu orienté cet après-midi sur d'autres techniques, notamment donc objets d'art, sculpture et art graphique. Donc, les premiers intervenants de l'après-midi sont Roberta Cortopassi et Yves Badetz. Roberta Cortopassi est conservateur, responsable de la filière des objets d'art au département restauration du C2RMF. Elle vient de l'archéologie du monde copte, c'est une spécialiste de textile au départ. Et Yves Badetz, lui, est bien connu dans la maison. Il est conservateur général, responsable du secteur des arts décoratifs ici à Orsay. Il s'occupe aussi d'une question importante qu'on a évoquée ce matin, qui est la question des dépôts et les retours de dépôts, qui sont souvent l'occasion de restauration. Et il est directeur du musée Ernest Hébert et également commissaire de l'exposition actuelle des 7 ans de réflexion sur les acquisitions récentes du musée d'Orsay. Voilà. Et ils vont nous parler du secrétaire de la reine d'Italie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre présence si nombreux aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui, enfin plutôt Roberta que j'ai chargée et pour cause puisqu'elle est la personne qui avec ses équipes ont le mieux suivi la restauration puisqu'ils l'ont intégralement menée, va vous parler de ce bureau un peu incroyable qu'on a pu acquérir sur le marché parisien après qu'il soit passé à trois reprises en vente sans trouver d'acquéreur d'ailleurs. Ce qu'on peut comprendre, puisque c'est un meuble qui fait finalement un peu le lien entre le mobilier, la tradition du mobilier d'argent et la machine à coudre du XXe siècle, d'une manière un peu raccourcie, certes, mais assez évocatrice, puisque ce meuble est extrêmement étrange. Alors c'était une occasion pour le musée d'Orsay qui cherchait à développer ses collections étrangères. C'était une occasion de faire rentrer dans les collections un meuble d'origine royale qui avait tout son justificatif, évidemment, entré dans les collections. Il s'agit d'un meuble qui est dû à un ébéniste assez connu, enfin bien connu dans tous les cas en Italie, qui est Salvatore Coco, et qui a la particularité d'avoir été offert par la congrégation des dames palermitaines, qui est une association caritative dont les origines remontent au XVIe siècle et qui existe toujours et qui est une association, une congrégation laïque, pour être plus précis, qui est aujourd'hui dirigée par une San Severo. Toujours est-il que nous avions espéré dans un premier temps retrouver le dossier de commande assez particulier qui existe certainement dans les archives très nombreuses de cette congrégation. À dire vrai, nous n'avons pas réussi pour diverses raisons de complexité d'identification du dossier d'archives au sein de la congrégation. Dans tous les cas, ça ne veut pas dire que nous renonçons à étudier cet aspect-là des choses, mais il semblerait, après maintes discussions, que ce meuble ait été acquis en 1878, c'est-à-dire à un moment où la reine d'Italie est couronnée, c'est-à-dire au moment précis où elle est couronnée, et non pas à l'occasion de la naissance de son fils, comme la tradition s'attachait à dépeindre pour ce meuble. Voyons, tiens, cette flèche, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Voilà. Et ça, ici, vous voyez le meuble tel qu'il était au moment de son acquisition. Donc c'est un meuble qui est en forme de berceau, la congrégation des dames palermitaines s'occupe principalement d'actions caritatives autour des femmes enceintes, et donc évidemment il y a une allusion très nette dans ce meuble qui a une forme donc de berceau et qui est surchargé de putti quant aux missions de cette congrégation. C'est un meuble qui évidemment est extrêmement renvoie à l'éclectisme. Il est en ébène, en argent massif, en noyer sculpté et en jaspe de Sicile. Évidemment, c'est un meuble tout à fait caractéristique d'une période, ça c'est tout à fait certain. Maintenant, son état tel que vous le voyez là, c'est-à-dire vraiment au moment de son acquisition, nécessitait des interventions extrêmement complexes qui d'ailleurs ont elles-mêmes révélé
de possibles et hypothétiques transformations à certains moments, mais Roberta Cortopassi va vous expliquer tout cela encore mieux que moi. Évidemment, on s'est beaucoup vu autour de la restauration de ce meuble qui est aujourd'hui présenté dans l'exposition Ces temps de réflexion au 5e étage, et je vous invite à aller y jeter évidemment un coup d'œil dessus, parce qu'il le mérite. Il sera mis en salle, c'est la première fois qu'il est montré au public, et il sera mis en salle très prochainement à l'issue de l'exposition. Voilà. Je vais vous laisser la parole à Roberta Cortopassi, s'il vous plaît, et je la remercie encore pour toute la patience qu'elle a développée, ainsi que toutes ses équipes d'ailleurs qui sont présentes, et que je remercie vivement pour ce travail très remarquable qui a été mené en liaison avec le C2RMF. Je vous remercie de votre attention. Donc, en février 2013, Yves Badez nous a contactés et nous a demandé de venir voir un meuble. Cette première visite a eu lieu le 6 mars et dès le 13 mars 2013, nous lui avons rendu un premier constat d'état et les premières propositions d'intervention qui ont beaucoup évolué ensuite. Marc-André Paulin, chef des travaux d'art qui est dans la salle, et moi-même avons trouvé un meuble dans les réserves, un meuble très très intéressant, composite, mais dans des conditions terribles. Comme vous pouvez le voir sous ces photographies prises dans les réserves du musée d'Orsay, nous avons pu constater de suite un empoussièrement important, des lacunes et des soulèvements de plaquages d'ébène, un repose-pied en velours beige décousu, une épaisse couche de vernis, en particulier sur les parties sculptées en noyer. Nous avons vu des éléments en métal très ternis, avec des restes des produits d'entretien, des phylactères tordus et mal positionnés, des lacunes importantes pour les aigles et les amours et un certain nombre de fragments détachés et conservés dans un tiroir. Le secrétaire est arrivé au pavillon de Flore, aux ateliers de pavillon de Flore, le 24 janvier 2014. Il se compose de 3 parties principales que je vais vous présenter brièvement. Le corps du haut avec le cylindre, son aménagement intérieur, le plateau, 8 amours, 4 qui maintiennent les écussons, 2 soutenant des flambeaux et 2 tenant des phylactères. La partie médiane, constituée des montants de forme évasée reliés par une traverse, montants sculptés ou plaqués d'ébène et ornés de cabochons de jaspe. Chaque montant est flanqué d'un aigle couronné tenant dans ses serres un phylactère, et la partie inférieure constituée d'un socle, d'un entablement mouluré, des dés sculptés et d'un repose-pied surélevé. Donc, pour faciliter le travail, ces 3 parties ont été séparées. Les éléments en métal qui ont pu l'être ont été déposés, ainsi que les éléments en bois sculpté. Le 28 janvier 2014, le secrétaire a été descendu au laboratoire de radiographie du département recherche, et les radiographies nous ont donné tout de suite des informations importantes. Par exemple, qu'en raison du retrait et du mouvement du bois de la structure, le meuble ne pourra jamais plus être aisément et complètement ouvert, le cylindre. Ensuite, que certaines parties en métal ne pouvaient pas être déposées, notamment les parties latérales, les plaques sur l'avant et sur l'arrière, et toutes les frises sur les cylindres. Et nous ont montré aussi une autre chose, c'est que Non, je voulais simplement... Voilà. Et que les plaques
en jaspe qui sont sur le devant des tiroirs ne sont pas collés directement sur les bois des tiroirs, mais sur une fine plaque en métal. Et nous avons découvert ensuite que c'était du cuivre. Alors, la structure, qui est en bois de résineux, a été consolidée, où c'était nécessaire, avec des comblements en résine époxy ou avec des flippots en bois de balsa. Les décollements des assemblages ont été repris à la colle de poisson. Les soulèvements d'ébène ont été recollés toujours à la colle de poisson. Les lacunes du plaquage ont été comblées. Les moulures manquantes ont été restituées en résine d'après les moulages des parties existantes. Ce sont les deux photos que vous avez en bas, le moule en résine et une partie de la moulure restituée en résine. Alors, tout le meuble était recouvert d'une épaisse couche de vernis, couche qui était très dure, très difficile à éliminer et qui était complètement insensible à l'éthanol. Donc nous avons appelé nos collègues du département recherche qui ont effectué 2 prélèvements. Un premier prélèvement sur le plateau, et ce vernis en fait s'est révélé être de la gomme laque brute, non dessirée et avec des traces de résine, et un deuxième prélèvement sur les cabochons qui était également verni. Et ce deuxième vernis résultait être de la térébenthine de Venise avec des traces de copal de manille et des traces de gomme laque et de résine d'amar. Une fois que nous avons eu les résultats de ces analyses, il a été beaucoup plus facile d'éliminer complètement ce vernis de surface épais et disgracieux. Après la restauration et l'harmonisation à l'aquarelle de toutes les parties en bois, une finition de protection a été posée avec de la cire microcristalline. Les parties manquantes des éléments sculptés à noyer ont été restituées en résine époxy. Donc, pour les doigts des amours, la résine a été modelée à part, mise en place et puis sculptée au scalpel. Alors, on a restitué tous les doigts des amours qui manquaient, sauf celles qui sont placées sous les bobèches et qu'en fait, on ne voit pas, donc on n'y a pas touché. Et 2 serres des aigles manquaient. Une 3e était une ancienne restitution. Et la 4e était partiellement refaite. Donc, sans un modèle complet, la restitution n'a pas été simple. En fait, ce qui nous a beaucoup aidé, c'était la forme des phylactères sur lesquels les aigles devaient s'appuyer. L'intervention sur le métal a été longue et compliquée par le fait que beaucoup d'éléments ne pouvaient pas être désolidarisés de leur support en bois. Au total, 32 éléments ont été traités et après plusieurs essais, il a été décidé d'utiliser un traitement électrochimique pour éliminer les amas de sulfuration. Concrètement, il s'agit d'un stylo électrolytique que vous voyez sur la photo en bas à gauche, dont la pointe est couverte d'un coton imbibé d'une solution de nitrate de potassium. Et ce stylo électrolytique est passé sur la surface de l'argent avec une très basse tension électrique. Après ce premier traitement, là vous avez des exemples avant et après nettoyage. Après ces premiers traitements, et selon les parties du meuble, il a été nécessaire d'entreprendre un traitement mécanique pour compléter la finition de l'argent. Alors, ce traitement mécanique a été fait ou en utilisant une feutrine montée sur un micromoteur ou manuellement.
Les vis des bobèches que vous avez dans la photo au milieu en haut dépassaient sous la main des amours d'environ 5 mm et il a été nécessaire de fabriquer 2 rondelles que vous voyez à droite en argent pour les surélever. À la fin du traitement, nous avons opté pour une protection du surface au frigilène, avec du frigilène, qui est un produit avec du nitrate de cellulose. Alors nous savons que la protection ou la non-protection de l'argent est un sujet très controversé aujourd'hui. D'ailleurs, le C2RMF a entrepris une recherche assez importante à ce sujet, mais notre choix dans ces cas a été motivé par les bons résultats que nous avons constatés sur d'autres objets traités il y a quelques années avec du frigilène. Ensuite, pour en savoir un peu plus sur l'argent, sur le métal, on a demandé des analyses encore. Et 20 points, qui sont indiqués par les flèches autour du meuble, ont été analysés par fluorescence X avec un appareil portatif et sans prélèvement. Donc tous les éléments sont bien en argent massif, sauf la bande qui comporte la serrure, qui est du laiton plaqué d'une tôle d'argent. Toutefois, il y a des différences qui ont été révélées par ces analyses. La majorité des parties en argent sont, c'est la première que vous avez des 3, ont un taux moyen d'argent, disons. Il y a des parties avec un alliage plus riche en argent, et ces parties sont les écussons et les couronnes, et les bobèches. Et des parties avec un alliage très faible en argent, et ce sont les phylactères. Et ça s'explique par le fait que les phylactères sont en fait la partie la plus fragile du meuble. Et donc, ils avaient besoin d'un métal plus rigide et plus dur pour réaliser ces phylactères, d'où le taux moins important d'argent. Alors, le repose-pied, c'était toute une aventure. Il était couvert, vous le voyez en haut, d'un velours beige. Et le plateau était couvert d'une feutrine également beige qui était collée sur le plateau. Après démontage, nous avons regardé le velours sous binoculaire. Ce sont les 2 petites photos en haut à gauche. Et nous avons constaté qu'à l'origine, il s'agissait d'un velours qui était bleu. Mais la couleur avait complètement viré. Et il s'agissait en plus d'un velours avec poils en soie et chaîne et trame en coton, ce qui était quand même bizarre pour un meuble royal. Nous avons trouvé aussi des restes d'un deuxième velours, tout en soie et bleu, qui était conservé sous la feutrine du plateau et sous les semences du repose-pied. Mais, c'est là. Mais nous avons dû attendre l'œil expert de Xavier Bonnet, qui a trouvé des traces infimes, mais vraiment infimes, du vrai tissu d'origine qui était une soie rouge. Et donc, c'est un velours de soie rouge qui était regarni le meuble. Alors, ensuite, une autre chose qui nous a donné beaucoup à réfléchir, surtout Yves Badez, on a passé des heures sur ces socles parce qu'il est construit d'une manière très bizarre. Il y a un premier socle qui est simplement plaqué d'ébène. Vous en avez un deuxième socle qui est mouluré, et entre les deux, vous avez des petits dés sculptés en noyer. Si vous regardez la photo en haut à droite, vous voyez que le repose-pied ne touche pas par terre, mais il est soutenu par 2 patins qui sont certainement des ajouts postérieurs. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que toute la partie que j'ai indiquée sur la photo en haut à gauche avec une flèche, toute cette partie a été rajoutée, probablement ou possiblement
juste après la fabrication du meuble. Et la seule explication que nous avons pu trouver, c'est que la reine Marguerite était de stature très haute. Et donc, à l'origine, le secrétaire était trop bas pour la reine, donc on a complètement surélevé le meuble. Et enfin, les amours de l'arrière ont été inversés lors d'une précédente restauration dont on n'a aucune trace. Et la partie non sculptée qui se glisse sous le cylindre était visible. Et en plus, vous voyez sur la photo en haut à droite que l'amour là a un bras dans le vide et que le phylactère ne s'appuie sur rien. Donc, nous avons inversé ces deux amours à l'arrière et vous voyez sur les photos du bas que l'amour reprend une position un peu plus normale et nous avons pu ainsi réaccrocher le phylactère en argent à la main des deux poutis à l'arrière. Donc, je vous passe rapidement quelques vues avant et après restauration. Et en fait, le meuble a quitté les ateliers des Flores le 18 juillet 2014 et il est actuellement présenté à l'exposition des nouvelles acquisitions. Et je vous remercie. Excusez-moi, je vais juste rajouter un petit mot là sur parce qu'effectivement c'est très complexe l'histoire de la partie surhaussée de ce meuble, de la modification, parce qu'en réalité on voit très bien un détail de construction du repose-pied. Ça paraît un peu incroyable, mais c'est ça qu'on aurait aimé trouver justement dans le dossier de commande, cette modification certainement faite en suivant. Mais la construction du marchepied qu'on voit en bas à gauche est totalement solidaire, vous le voyez en plan. Il n'y a pas d'assemblage en réalité avec la plaque de bois que formait donc le socle initial, c'est-à-dire au-dessus des dés, c'est-à-dire que très logiquement le repose-pied était directement posé au sol. Or, en haussant le meuble du second socle, on crée une fragilité puisque le repose-pied se trouvait suspendu. Et donc, il y avait une cassure qui a été engendrée par cette suspension du repose-pied qui a nécessité l'ajout des deux patins qui sont à la fois très grossiers, voilà, mais qu'on a maintenus. Et à dire vrai, dans la restauration, on a choisi de ne pas re-rendre totalement solidaire la partie surajoutée, dont le meuble n'est aujourd'hui qu'en position emboîtée, c'est-à-dire qu'à la limite, on peut aujourd'hui le présenter dans les deux versions si on supprime les supports qui sont sous le tabouret repose-pied. Voilà. Mais c'était effectivement, c'est un meuble qui n'a pas encore révélé toutes ses particularités, voilà. Et les plaques d'argent sont toutes signées par un orfèvre qui s'appelle Schiappa. Je ne sais pas si vous l'aviez dit, pardon, excusez-moi, Roberta. Et voilà, donc enfin, c'était une aventure qu'il était très amusant de suivre de A à Z. Et on va en commencer une autre bientôt. On va en commencer une autre bientôt avec la restauration, la mise en restauration au C2RMF d'un meuble très célèbre du musée d'Orsay, qui est le médaillé de Diehl, avec le bas-relief de Mérovée, pièce qui a été achetée dans les années de préfiguration du musée d'Orsay et qui n'a jamais fait l'objet d'une restauration fondamentale, notamment sur le métal. Et on va s'atteler à cette tâche avec toutes les garanties scientifiques qui nous accompagnent à travers le C2RMF et l'équipe de Roberta Cortopassi. Voilà. Merci beaucoup. Merci.